Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en direct pour ce dernier webinaire de la semaine de l'éducation financière. Alors ce soir, nous allons parler immobilier et plus précisément de l'achat de votre résidence principale. Si vous avez décidé de vous lancer, cette émission va sûrement répondre à de nombreuses questions que vous vous posez. Comment se porte le marché de l'immobilier? Comment estimer son budget et trouver son financement? Quels sont les points essentiels à vérifier avant d'acheter? Et pour en discuter, j'accueille mes invités. Salima Damani, notaire associée dans le Val d'Oise. Bonjour Salima. Bonjour. Et avec nous également Florence Verdon, responsable marketing crédit immobilier chez Boursorama. Bonsoir Florence. Bonjour Marie-Laure. Alors Florence, une première question pour démarrer l'émission. On sait que les taux de crédit immobilier ont fortement augmenté ces dernières années. Où en est-on aujourd'hui ? Alors en février 2025, le taux moyen des crédits s'élevait à 3,19%, quand on sait que l'année passée, donc en février 2024, on était à 3,99%. Donc en effet, la Banque Centrale Européenne détend ses taux depuis l'été dernier et surtout au fur et à mesure que la désinflation se confirme. Ensuite, quand on regarde la durée, on voit que la durée moyenne des crédits reste particulièrement élevée. On est à 253 mois, ce qui représente un petit peu plus de 21 ans. Et c'est le niveau le plus élevé jamais observé. Ensuite, quand on regarde l'activité des crédits immobiliers, on voit que la conjoncture du marché des crédits s'est effectivement nettement améliorée en 2024. Et elle a permis de redonner aux futurs acquéreurs davantage d'opportunités au sein de l'offre bancaire qui se révèle effectivement plus dynamique. Donc quand on regarde les chiffres, plus 28,5% de crédits accordés en nombre entre mars 2024 et février 2025. Et en montant, c'est plus 12,5% de production sur la même période. Donc effectivement, en conclusion, les conditions de crédit se sont améliorées et on observe que c'est aussi le retour des secundo accédants, donc en fait les personnes qui avaient déjà un bien immobilier et qui le revendent pour faire leur acquisition. Merci Florence. Salima, est-ce que cet assouplissement des taux de crédit évoqué par Florence a entraîné une hausse des transactions depuis le début de l'année ? Alors c'est vrai que comparé à l'année dernière où on avait vraiment une attente que ce soit des acquéreurs et des vendeurs, on était plutôt sur un marché de crainte, on va dire, parce que du coup les taux avaient augmenté. Donc les acquéreurs ne voulaient pas trop se lancer, les prix étaient quand même assez hauts. Tout le monde attendait une baisse et c'est vrai qu'on a eu un ralentissement net sur le marché l'année dernière. C'est vrai que là, sur le début d'année, on sent une reprise qui est encore timide à l'heure actuelle, mais le fait que les taux baissent par la BCE, on sent que les acquéreurs commencent à refaire des recherches. Tous ceux qui avaient mis en attente les projets l'année dernière commencent du coup à re-regarder, à se rapprocher des banques pour pouvoir étudier leurs dossiers et se relancer dans les acquisitions. Donc oui, on a une hausse en termes de signature de promesses ou de compromis sur un début d'année qui laisse présager normalement une année qui sera plutôt bénéfique sur le marché immobilier. Alors quand on parle immobilier, on parle beaucoup des nouvelles réglementations concernant les diagnostics de performance énergétique, le DPE. Il y a eu beaucoup de changements ces derniers mois, ces dernières années. Quelles sont les dernières réglementations qui prévalent à l'heure actuelle et comment est-ce que cela impacte les transactions, Salima ? Alors c'est vrai que ça a été un sort de renouveau dans le marché immobilier, notamment sur les petites surfaces et sur les négociations entre les parties. Quand vous avez un bien qui est classé en G, donc la lettre la plus basse en termes de diagnostic de performance énergétique qui évalue du coup la consommation énergétique du bien et l'isolation et autres, il y a une marge de négociation qui est nette, puisque du coup, sur ces biens-là, on ne peut plus louer depuis le 1er janvier 2025. Donc en fait, pour les vendeurs, c'est vrai que pour le locatif, en tout cas, c'est des biens qui leur restent sur les bras, entre guillemets, parce que c'est soit ils investissent pour des travaux, ils empruntent, mais du coup, en termes de rentabilité, il y a quand même un impact qui est net. Soit du coup, il y a une revente et une négociation qui est telle que c'est soit les acquéreurs bradent les prix, etc. Enfin, c'est quand même assez tendu par rapport au fait que cette réglementation au niveau locatif est venue impacter le marché clairement pour ceux qui sont en G. Et aussi pour les maisons depuis le 1er janvier 2025, on a un audit obligatoire qui doit être fait sur les travaux qui peuvent être envisagés pour gagner en termes de rénovation énergétique. Et c'est vrai que c'est assez... ça a quand même un impact notamment pour le vendeur parce que c'est des diagnostics qui ont des coûts. Donc du coup, ça reste quand même une réglementation qui a durci un peu le marché, surtout pour les biens qui sont énergivores en fait.
Est-ce que du coup, ça peut créer aussi une opportunité pour les acheteurs d'acheter un bien qui ne peut plus être mis sur le marché locatif et du coup qui peut être proposé à la vente à un prix attractif? Alors, clairement oui. Moi, j'ai des clients qui cherchent que des biens en G ou en F, puisque du coup, la marge de négociation, quand le vendeur ne peut plus louer et qu'il n'a pas les moyens financiers, parce que quand même en matière énergétique, les travaux, c'est quand même des travaux qui sont assez lourds et assez chers. L'isolation, les fenêtres, une chaudière à changer, voilà, tout un système de chauffage. C'est des travaux qu'on n'a peut-être pas envisagés quand on a un bien en location depuis certaines années. Parfois, les gens préfèrent vendre, mais du coup, comme on ne peut pas le louer et qu'on est obligé de le vendre, la marge de négociation de celui qui arrive derrière, elle est nette, et il y a beaucoup de gens qui jouent là-dessus, soit pour faire de l'achat-revente, soit pour après faire du locatif. Donc ça peut être intéressant en tant qu'acheteur de regarder un petit peu du côté de ces passoires énergétiques, comme on les appelle, ça peut être une bonne affaire finalement. Ah oui, clairement, je pense que c'est essentiel. Le DPE aujourd'hui, c'est un des critères essentiels qu'il faut regarder quand on veut investir et savoir là où on va, parce que de toute façon, notamment quand on fait de l'investissement locatif, si vous rachetez un bien qui est en G, on sait aujourd'hui que vous ne pourrez pas le louer. Donc c'est soit on prend en compte dans votre effort financier, dans les calculs que vous faites, le fait qu'il y aura des travaux à faire, mais qu'en l'état, vous ne pourrez pas louer. Donc, Florence, pour revenir un petit peu à l'état du marché immobilier, on constate aussi un allongement global des délais de vente, mais avec des disparités selon les régions. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors 83 jours, c'est le délai moyen aujourd'hui pour vendre un bien en France, et c'est quand même 11 jours de plus qu'il y a un an. Alors quand on regarde effectivement entre les différentes villes, on voit qu'à Lyon, Bordeaux et Marseille, l'accroissement des délais de vente ne se fait pas du tout ressentir. En revanche, à Nice, il faut quand même une semaine de plus qu'en février 2024 pour pouvoir mener à bien une transaction. À Montpellier, c'est 10 jours de plus, Strasbourg 11 jours, Nantes 16 jours et jusqu'à Rennes et Lille où finalement il faut 21 jours supplémentaires, donc 3 semaines de plus pour pouvoir vendre un bien par rapport à l'année dernière. Quand on regarde le cas de Paris, qui est un peu particulier, donc Paris finalement c'est la 3e ville du top 10 où le délai est le plus rapide pour vendre. Alors on sait en fait que traditionnellement la reprise saisonnière du marché est un peu plus précoce que dans les autres villes. Mais globalement la tendance à l'allongement des délais peut s'expliquer par l'attentisme des vendeurs, surtout au début du printemps, et pour les moins pressés d'entre eux, ils espèrent pouvoir obtenir de potentielles nouvelles offres plutôt que de baisser leur prix. Justement, baisse des prix, quand on dit allongement des délais de vente, en général, ça se répercute sur une baisse des prix. Est-ce que c'est le cas depuis le début de cette année 2025 ? Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque justement, sur le mois de février, on constate que les prix sont plutôt stables, contrairement au mois de février 2023 et 2024, qui étaient marqués par des baisses de prix. Donc là, finalement, on est un peu en train de sortir d'un cycle baissier dans lequel le marché était rentré il y a 2 ans. 5 des plus grandes villes en France, alors je peux nommer Strasbourg, Montpellier, Lyon, Toulouse et Nice, sont dans le vert ce mois-ci, alors que finalement, l'année dernière, toutes les villes avaient vu les prix reculer ou stagner. Donc globalement, cette embellie du marché de l'ancien reste à confirmer sur 2025 et elle serait liée au regain de pouvoir d'achat des acquéreurs qui lui-même est rendu possible par la baisse des prix de l'immobilier et la baisse des taux d'intérêt. Donc on est plutôt sur une tendance haussière en termes de prix. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les prix des notaires vont augmenter aussi. Alors oui, alors du coup les frais d'acquisition, les frais de notaire vont augmenter. En fait, il faut savoir que les frais de notaire ne sont pas vraiment la rémunération du notaire. Dans ce qu'on appelle les frais de notaire, qui sont les frais d'acquisition, pour la rémunération du notaire, on est à 0,8% et les frais sont généralement de 8%. En fait, depuis le 1er avril, certains départements ont la possibilité de voter une hausse de 0,5% sur la taxe départementale, ce qui a été le cas du coup pour Paris, les Hauts-de-Seine, etc. Donc, quand vous avez une acquisition là pour ceux qui vont signer au 1er avril, même si les avant-contrats, compromis de vente ou promesses de vente ont été signés avant la date d'entrée en vigueur, au 1er avril, si on signe après, l'augmentation est automatique. Donc pour quelqu'un qui a signé une promesse de vente en décembre par exemple et qui va signer là son acquisition le 4 avril, il y aura une augmentation de 0,5% sur la taxe départementale. Donc cette taxe, elle va directement pour le département en fait.
Est-ce qu'on peut chiffrer en milliers d'euros combien ça représente? Généralement, c'est une hausse qui est nette. Sur une acquisition, on va dire à 100 000 euros, on est environ aux alentours de 1 000 euros. D'accord. Et pour quelle raison est-ce que cette hausse a été décidée? C'est le gouvernement qui l'a décidé? Oui, et chacun des départements français a la possibilité de le voter pour une mise en application pour son propre département. Et ça permet du coup de pallier les carences des départements en France en fait. Mais cependant, cela ne concerne pas tout le monde? Non, pour l'instant, pas tous les départements l'ont voté. Par exemple, le 95, dans le département dans lequel j'exerce, n'a pas voté encore cette augmentation de taxes. Mais plusieurs autres, oui, et je pense que c'est le temps que ça se mette en place et qu'on sera peut-être d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine sur une hausse nationale de la taxe départementale. Alors Salima, quels sont les meilleurs conseils pour négocier le prix d'un bien immobilier dans le contexte actuel qu'on vient de décrire? Alors principalement pour moi c'est le fait du coup de bien prendre en compte notamment le DPE qui est quand même en termes de marge de négociation un réel levier et le fait comme le disait Florence que le marché a stagné l'année dernière, les vendeurs n'étaient pas trop prêts à faire des négociations de prix. Tout le monde attendait un petit peu que le marché se réveille. C'est vrai qu'on a vu une petite baisse des prix. Mais en termes de négociation, les gens, comme ils ont préféré attendre, en termes de négociation, c'est soit c'est vraiment les critères du bien qui feront qu'on pourra négocier un bien. Si on voit que ça fait 2 ans qu'il est sur le marché, ou il est dans plusieurs agences immobilières, ou alors le DPE n'est pas adéquat à ce qu'on veut faire du bien, il y a peut-être une marge de négociation après. Là, sur le début de l'année, il n'y a pas vraiment de réelle marge sur les transactions qu'on voit. Les vendeurs sont plutôt, pas totalement fermés, mais ils sont plus fermés en tout cas que l'année dernière sur la négociation. Pour quelle raison? Parce que je pense qu'ils préfèrent attendre parce que les taux baissent, donc le nombre d'acquéreurs a augmenté. On commence à avoir une demande et une offre qui commencent à se stabiliser, contrairement à l'année dernière. Donc les vendeurs se sentent plus en position de force que l'année dernière, et oui, donc clairement. les prix sont plus difficilement négociables. Mais on a bien compris, le DPE, ça peut être un argument. Oui. Le délai pendant lequel le bien est sur le marché aussi. Oui, oui, oui. Il y a d'autres choses? Après, il y a aussi les critères sur la copropriété, le montant des charges, ou les travaux qui peuvent être envisagés dans une copropriété. Admettons, je ne sais pas, vous achetez dans un immeuble dans lequel le ravalement a été voté ou sera voté dans les 2 prochaines années. Clairement, c'est une marge de négociation sur le prix, les travaux à envisager et le coût que ça peut représenter dans le cadre d'une acquisition. Mais c'est vrai que là, en termes de négociation, on est plutôt stable sur le début de l'année 2025. Alors maintenant qu'on a bien compris la situation du marché immobilier, on va rentrer dans le vif du sujet pour vous aider à bien vous préparer avant d'acheter votre résidence principale. Alors tout d'abord Salima, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes étapes d'un achat immobilier? Alors, en premier lieu pour moi, quand on se lance dans l'achat de la résidence principale, c'est de savoir à combien on peut acheter cette résidence principale. C'est de se rapprocher de sa banque, de faire des simulations et de savoir sur quel budget on peut aller. Vraiment, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Parce que faire des visites et faire des offres et après voir le montant de son financement, pour moi, c'est faire les choses à l'envers. On prend d'abord contact avec une banque, on fait des simulations en ligne, comme vous le faites très bien chez Boursorama. On sait tout de suite sur un budget sur lequel on peut partir et surtout, est-ce qu'on est finançable? C'est vraiment la question. C'est vrai qu'on voit de moins en moins de personnes qui ont des refus de prêt parce que les gens anticipent vraiment ce point du financement en amont, parce que tout le monde a peur de se lancer et de se dire « et si j'ai pas mon prêt ?» Donc c'est pour ça qu'on conseille aux clients, regardez d'abord si vous êtes finançable et à hauteur de combien, et ensuite vous pouvez vous lancer dans la vraie opération d'acquisition. Une fois qu'on sait vraiment sur combien on peut aller en termes de financier et d'investissement, il faut repérer des biens dans le secteur qu'on recherche, vraiment analyser les quartiers, ce qui est quand même... Là, en Ile-de-France, on voit bien qu'il y a énormément de choses qui bougent en termes de commerce, en termes de ville. Donc, c'est vraiment bien centrer le quartier dans lequel on veut être. Et ensuite, là, je pense qu'on peut commencer les visites, soit par des agences, soit en PAP. Et aussi, dans le cadre de l'acquisition, une fois qu'on a validé un bien, pour moi, il faut bien estimer tous les coûts
qui sont engendrés par cette acquisition, que ce soit le coût par les travaux, donc faire des rendez-vous avec des artisans. Vous avez totalement la possibilité, quand on fait des visites, de demander à l'agence ou au vendeur, est-ce que je peux venir avec un artisan pour faire évaluer mes travaux, etc. Ça, c'est un point essentiel et il ne faut pas hésiter à le faire. Aussi pour avoir un conseil sur Bien sûr. l'état du bien, Bien sûr. Les travaux à faire. Enfin, vraiment, c'est important de prendre l'avis d'un professionnel du bâtiment, et éventuellement de se faire accompagner pour vraiment être bien conseillé et éviter les mauvaises surprises aussi. Alors, clairement, oui. Pour moi, il y a quand même plusieurs professionnels qui encadrent l'opération d'acquisition. Il y a d'abord le banquier qui vous conseille en termes financiers. Il y a l'artisan qui peut vous faire un petit audit du bien pour vous dire attention, il y a des choses qu'on ne voit pas quand on a un coup de cœur, clairement, parce qu'on est un peu aveuglé par le coup de cœur, qui peut vous dire voilà, il y a quand même ce genre de choses ou ces points de vigilance à avoir et ça peut générer du coup des points de négociation avec les vendeurs et ou des évaluations de coûts en termes de travaux. Et après, il y a le notaire, on arrive un petit peu, pas en bout de course, mais tout ce qui est niveau juridique, de savoir la manière dont les gens vont acheter quand on est marié, pas marié, en couple, etc. Pour moi, c'est des points vraiment essentiels. Avant de se lancer, il y a quand même, c'est une petite aventure, l'acquisition de sa résidence principale. Ça, c'est un point que vous évoquez, qu'on évoquera plutôt un peu plus tard dans l'émission, mais qui effectivement est essentiel quand on achète en couple. Florence Salima évoque la demande de financement, qui est donc une étape cruciale. Quels conseils est-ce que vous pouvez donner à ceux qui veulent obtenir un prêt immobilier ? Oui, alors pour obtenir un prêt, il faut présenter un bon dossier. Donc ça va de soi. C'est la base. Donc j'aurais 3 conseils à donner. Donc le premier, ce serait de penser à rembourser ses crédits à la consommation, si vous le pouvez. Et de présenter des relevés de compte plutôt sains, enfin équilibrés, c'est-à-dire sans découvert. Sans dépenses au casino, par exemple. Oui, tout à fait. C'est ça. Le deuxième conseil serait de disposer d'un apport personnel suffisant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait l'apport va renforcer la qualité du dossier et qu'à contrario, l'absence d'apport risque de fragiliser le dossier qui sera présenté. Alors chez Boursorama, on n'a pas de montant minimum exigé pour l'apport personnel. Tout ce qu'on demande, c'est qu'en fait vous puissiez financer les frais de cautionnement Crédit Logement. Donc Crédit Logement qui est un organisme qui vient cautionner le prêt et qui prendra le relais en cas d'impayé des mensualités. Le Crédit Logement, c'est une alternative à l'hypothèque, c'est bien ça ? Exactement. Mais chez Boursorama, en fait, on fonctionne 100% avec Crédit Logement. D'accord. Pour garantir le prêt. Vous parliez d'apport, est-ce qu'on a une idée un petit peu de la fourchette dans laquelle doit se situer l'apport ? Comme je vous le disais, on n'a pas d'exigence sur un montant minimum. D'accord. Donc de toute façon, on étudiera le dossier. Quoi qu'il arrive. Voilà. Très bien. Effectivement. Et j'ai un troisième conseil à donner, c'est idéalement de disposer d'une épargne résiduelle, c'est-à-dire une épargne après que le projet ait été financé, pour faire face à d'éventuels imprévus, que ce soit des petits travaux ou autres. Donc Salima, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la demande de financement, elle a lieu après la signature du compromis. Donc que se passe-t-il si on signe le compromis et qu'on n'obtient pas son prêt ? Alors oui, dans les étapes, pour faire assez simple, on visite le bien, on fait une offre, l'offre est acceptée, on signe un avant-contrat, soit un compromis de vente dans une agence immobilière, soit une promesse de vente chez un notaire. Et c'est ce document-là, l'avant-contrat, qui permet de faire une demande de prêt auprès de la banque. Du coup, avec ce document-là, dans lequel il est indiqué que vous faites un prêt, donc on intègre dans l'acte une condition suspensive. Ça veut dire, pour faire en gros, j'achète qu'à la condition d'obtenir un financement. Ça, pour moi, c'est essentiel. Il faut vraiment que, pour toutes les personnes qui font un prêt, que la condition suspensive de financement soit indiquée, parce que du coup, sinon, il n'y a pas de protection. Parce que voilà, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on peut aussi choisir de ne pas mettre de conditions suspensives, même si on demande un financement. Mais dans ces cas-là, il y a des risques. Et quels sont les risques ? Ah oui, le risque, il est clair. Et moi, c'est ce que je déconseille aux clients. Si vous faites un prêt, mettez une condition suspensive de prêt. Vous n'avez pas votre prêt, vous retrouvez votre liberté sans impact financier. Si on se dit, OK, ça peut être un point de négociation avec le vendeur. Dire, écoutez, moi, je ne fais pas de crédit. Ou en tout cas, je vais faire un crédit, mais je ne mets pas de conditions suspensives à l'octroi de mon crédit. Donc c'est possible pour essayer d'avoir un meilleur dossier et de passer devant les autres. Exactement, devant d'autres acquéreurs, puisque généralement les gens font des emprunts. La seule chose, c'est que si finalement on ne peut pas acheter parce que la banque refuse le financement, il faut indemniser le vendeur.
Et généralement, c'est hauteur 10% du prix. 10% du prix. Exactement. Donc ça peut se chiffrer très très vite. Ah oui, oui, clairement. C'est quand même une prise de risque qui, à mon sens, doit être mesurée par la personne qui prend ce risque. Soit la personne est sûre de pouvoir payer comptant, soit elle est sûre d'avoir son prêt. Mais on le déconseille pour les gens qui font des prêts, de prendre cette méthode de négociation, puisque le risque il reste quand même très élevé, surtout que les conditions d'octroi des financements se sont assez durcies. C'est une prise de risque que vous déconseillez clairement. Totalement. Du coup, le fait d'avoir cette condition suspensive de prêt permet du coup aux acquéreurs de faire les démarches bancaires à la suite de la signature de l'avant-contrat. On laisse un délai généralement qui est classique en ce moment de 2 mois pour obtenir un financement. Et c'est avec l'avant-contrat que l'acquéreur du coup démarche les banques pour obtenir un prêt. On inclut dans l'acte et dans cette clause de condition suspensive que sur présentation d'un refus qui est conforme aux conditions qu'on met dans la condition suspensive, la condition suspensive, elle est assez précise. On dit l'acquéreur peut obtenir un prêt du montant, du coup on précise le montant maximal. Je ne sais pas, vous achetez pour 100 000 €, vous avez en apport les frais, ou pas comme pour Boursorama, mais si vous n'avez pas d'apport, le montant du prix plus les frais de ce que vous empruntez, sur une durée de 25 ans, et on indique le taux. Si la banque vous refuse le financement, elle vous fournit un refus, ce qui permet de le présenter au vendeur et de vous libérer du contrat que vous avez signé. Donc du coup, ça encadre vraiment le fait qu'on demande un prêt et que si, dans le cas où il y a un refus, on puisse sortir et ne pas perdre d'argent dans cette opération. Et on peut aussi être déçu parce qu'on a eu un coup de cœur et qu'on n'a pas le financement. Donc du coup, l'idéal, c'est quand même de bien estimer sa capacité d'emprunt avant pour mettre toutes les chances de son côté pour, une fois qu'on a signé le compromis, avoir le financement. Quel conseil est-ce que vous donnez pour ne pas se tromper sur sa capacité d'emprunt ? Alors, effectivement, il faut vraiment actualiser sa capacité d'emprunt, mais tout au long des recherches et tout au long du projet, avant de faire une offre et lorsque vous signez un compromis, parce qu'effectivement, il peut y avoir des évolutions. Les accords de principe des banques sont généralement d'une durée assez courte. Chez Boursobank, les taux sont valables 10 jours. Donc effectivement, en cas de hausse des taux, des compromis peuvent devenir caducs. Parce qu'effectivement, faute de pouvoir lever la condition suspensive. Donc c'est effectivement une précaution à prendre. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que si le projet inclut la revente d'un logement, du logement actuel, il faut surtout ne pas surestimer son prix de vente. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les délais de vente sont assez longs, donc il ne faut pas non plus sous-estimer le délai pour vendre son bien. Après, il faut également pouvoir estimer son taux d'endettement. Donc le taux d'endettement, c'est le ratio charge sur revenu. Alors dans les charges, on va y mettre tous les crédits à venir, donc que ce soit des crédits immobiliers ou des crédits à la consommation. Éventuellement une pension alimentaire si vous en versez une. Et si ce n'est pas le cas de l'acquisition d'une résidence principale, mais qu'on est sur une résidence locative par exemple, il faut penser à y mettre ses charges de loyer. Et pour les revenus c'est globalement tout ce que vous gagnez, donc que ce soit les revenus professionnels fixes ou encore les revenus variables, et éventuellement des revenus fonciers si vous en percevez. Salima, Florence soulève un point intéressant avec la question du prêt relais. De quoi est-ce qu'il s'agit et quels sont les points sur lesquels il faut être vigilant ? Alors le prêt relais, il concerne les personnes qui sont propriétaires d'un bien et qui souhaitent acheter, mais qui ont besoin de la revente de leur bien pour financer l'opération de rachat, sauf qu'ils souhaitent acheter avant de vendre. Du coup, ils sollicitent la banque pour obtenir un financement qui vient en relais en attente de la vente du bien. Donc on signe une promesse de vente de la vente de leur acquisition en indiquant qu'ils financent l'opération avec soit un prêt classique en complément et un prêt relais. Ça, c'est dans le cas où les gens n'ont pas encore signé de compromis pour la vente de leur bien. Donc c'est possible. La seule chose, c'est qu'en termes de conditions, notamment bancaires, il y a quand même énormément de conditions à remplir. Et le point le plus important à mon sens, c'est qu'on doit rappeler aux personnes qui font cette opération de prêt relais qu'elles ont 24 mois pour solder le prêt relais. Donc c'est quelque chose
qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que du coup, si dans les 24 mois, on n'a pas vendu le bien, on risque de se retrouver dans une situation très compliquée. Très compliquée, surtout au niveau financier, parce qu'il va falloir rembourser ce prêt relais, mais si on n'a pas vendu de l'autre côté le bien dont on a besoin pour rembourser le prêt, c'est quand même, pour ces dossiers-là, c'est quand même une période assez stressante pour les vendeurs. Donc ce qu'on essaye, nous, quand la banque finance par un prêt relais, c'est de tout faire pour que les gens arrivent à vendre leurs biens et qu'on signe le même jour. En termes d'organisation, c'est un peu sport pour eux et aussi pour nous. On signe le même jour et la vente de leurs biens et leur acquisition à la suite. Ça, c'est l'idéal, si on arrive à tout faire en même temps, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas, et c'est surtout que beaucoup de gens se disent « je ne vais pas solliciter la banque sur le prêt relais parce que les conditions sont assez compliquées pour l'obtenir ». Et je vendrai mon bien, c'est sûr, pendant ce délai. Et j'ai des clients l'année dernière qui se sont retrouvés à ne pas pouvoir vendre leur bien parce que le marché était très tendu et à solliciter les banques sur des opérations de crédit. Et ça a été assez dur. Ce que je conseille aux gens, c'est de toujours faire la demande du prêt relais. Même si on ne l'active pas en pratique et qu'on ne le débloque pas, c'est une sécurité qu'on ne peut vraiment pas négliger, clairement. Okay, ou alors Florence, là on ne parle plus de prêt relais, mais on parle de prêt immobilier classique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste l'offre de prêt immobilier de Boursorama? Alors déjà, chez Boursorama, il faut être client. Mais en fait, l'ouverture de compte est tout à fait gratuite et sans engagement. Donc il n'y a pas de frais de gestion et la carte bancaire est gratuite. Ensuite, sur le crédit immobilier, le montant minimum est de 100 000 €. La durée est comprise entre 7 et 25 ans. On va financer plusieurs types de projets, donc la résidence principale, comme c'est le thème de ce webinaire, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf. Donc on peut financer des ventes en futur état d'achèvement, donc en fait c'est du neuf sur plan. Les crédits relais, dont on parlait juste à l'instant. Le rachat de crédit, donc c'est-à-dire si vous détenez déjà un crédit dans une autre banque, on peut tout à fait le racheter. Et on va financer également les résidences secondaires et les résidences locatives. Il n'y a pas d'obligation de domicilier ses revenus chez Boursorama. Et nos taux sont toujours parmi les plus bas du marché. Il n'est pas nécessaire de négocier puisqu'on vous fait automatiquement la meilleure proposition. D'accord. On ne facture aucun frais, donc il n'y a pas de frais de dossier. Il n'y a pas de frais de remboursement anticipé, sauf dans le cas d'un rachat par une banque concurrente. Notre parcours est 100% digital, donc tout se fait sur Internet, de la simulation jusqu'à la signature de l'offre et le décaissement des fonds. Et si vous le souhaitez, vous pouvez avoir un conseiller qui vous accompagnera tout au long du financement de votre projet. Alors en cours de vie du prêt, on propose classiquement la suspension ponctuelle des mensualités ou la modification des échéances. Et en termes d'éligibilité, ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre Boursorama est vraiment ouverte à tous. Donc la quasi-totalité des contrats de travail sont étudiés. Donc classiquement, le CDI, on va effectivement demander à ce que la période d'essai soit validée. Pour les professions libérales, on demandera à ce qu'il y ait 1 an d'exercice minimum. Et pour tous les autres, donc les salariés en CDD, les intermittents, les intérimaires, les auto-entrepreneurs, les gérants, les chefs d'entreprise, entrepreneurs individuels, commerçants, artisans, agriculteurs, eh ben on vous demandera de justifier de 3 ans d'ancienneté professionnelle. Donc même si on est freelance, concrètement, on peut venir toquer à la porte de Boursorama pour demander un prêt immobilier, c'est possible? Exactement, on étudiera votre dossier, tout à fait, vous êtes éligible. Et pour les besoins spécifiques, on a 2 nouvelles offres qui sont donc la première, l'offre de crédit immobilier éco-responsable. Donc là, en fait, c'est le cas de l'achat d'un logement qui va être noté, donc on parlait du DPE, noté A ou B sur le DPE ou alors d'une VFA. Et donc automatiquement, on accordera une remise de 0,20% sur le taux du crédit. Et on a lancé au mois de décembre 2024 une offre qui est réservée à une clientèle un peu plus patrimoniale, donc pour laquelle on propose des produits et des services, des avantages exclusifs pour 29 € par mois. Et l'avantage sur le crédit immobilier, c'est une remise de 0,30% sur le taux du crédit à partir d'1 million emprunté et une prise en charge de la demande du dossier sous 48 heures maximum. Et ces 2 offres sont cumulables.
Bon alors Salima, on fait le scénario idéal. Tout s'est bien passé. J'ai obtenu mon prêt chez Boursorama après la signature du compromis. Quelles sont les dernières étapes afin que je puisse enfin récupérer mes clés? Alors, une fois vous avez obtenu votre financement, on est à peu près à 2 mois après la signature de l'avant-contrat. Vous recevez donc l'offre de prêt. C'est un document qui a pas énormément de pages parce que du coup tout est digital maintenant pour la plupart des banques, donc qui s'appelle offre de prêt. Donc c'est une offre qui est émise par la banque. On a un délai de réflexion quand on reçoit ce document puisque c'est la banque qui nous propose de nous financer, hein, en clair. À réception de ce document, on a 10 jours de réflexion pour valider le financement qui est proposé par la banque et on signe l'offre de prêt le 11e jour. À partir du 11e jour. Cette offre, elle est valable 4 mois en totalité et une fois qu'on a le document, l'offre de prêt, on la communique au notaire pour valider notamment les garanties, soit crédit logement et dans ces cas-là, c'est validé directement auprès de la banque en termes de garantie, soit une hypothèque et dans ces cas-là, c'est le notaire qui prendra l'hypothèque au terme de l'acte. À partir du moment où on a l'offre et qu'on la communique au notaire, généralement le dossier au niveau administratif il est complet parce qu'il y a les 2 mois qui se sont écoulés et qu'on a eu le temps nous au niveau administratif de réunir les pièces. Et du coup on organise le rendez-vous pour la signature définitive chez le notaire et du coup voilà on prépare un décompte qui a communiqué à la banque, dans lequel on indique du coup le prix de vente, le montant des frais, on déduit le dépôt de garantie qui a été versé ou les frais, la provision sur frais, et le prêt immobilier que nous, notaires, on débloque directement auprès de la banque. Il faut bien penser à approvisionner son compte, ça paraît bête, mais en amont de la signature chez le notaire. Alors oui, parce qu'il y a des frais qui seront demandés en dehors de l'apport si le prêt ne couvre pas la totalité. Des frais qui seront inhérents à l'achat en lui-même, comme le remboursement de la taxe foncière au prorata, le remboursement des charges, le remboursement des fonds de roulement, les avances de trésorerie qui sont dans la copropriété quand vous achetez en copropriété. Donc c'est des sommes qui sont quand même... parfois, quand on achète en début d'année, qui peuvent être importantes, notamment au niveau du foncier, et qui ne sont pas négligeables à provisionner. Et surtout, quand vous signez l'acquisition, généralement, le prélèvement des échéances au niveau bancaire commence le mois d'après. Donc, le délai, il peut être assez court. Si on signe le 28, par exemple, les échéances peuvent commencer le 5 du mois d'après. Donc, c'est pas longtemps après. Donc, nous, quand on signe, on dit bien au client, attention, surtout pour les primo-accédants, vous avez une échéance qui va arriver dans pas très longtemps sur votre compte. Alors maintenant qu'on a bien compris tout le déroulement de la transaction, on va voir comment bien choisir sa résidence principale et surtout les points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant. Florence, le premier critère à prendre en compte pour faire son choix, et on le répète souvent, on l'entend beaucoup, c'est l'emplacement. C'est ça. Donc une bonne affaire se fait toujours à l'achat et l'emplacement est vraiment primordial. Donc il faut vraiment choisir une ville et un quartier avec un bassin de l'emploi dynamique ou qui présente un attrait pour les retraités. Donc on peut citer le centre des grandes métropoles, les communes du littoral, les communes en périphérie des agglomérations ou encore des villes de taille moyenne, mais si elles sont bien desservies par les transports. Oui, pensez à regarder la question des transports, c'est aussi fondamental. Salima, quels sont les autres points qu'il faut impérativement vérifier avant de signer, notamment des choses auxquelles on ne pense pas forcément, comme l'assainissement, vous m'en avez parlé en préparant l'émission. Alors, il y a des choses... Alors, quand on est primo-accédant, oui, et quand on n'est pas primo-accédant, ça veut dire quand on a déjà acheté plusieurs biens, il y a des points pour moi qui sont essentiels à vérifier quand on achète. L'isolation, le DPE, c'est une question essentielle, du coup, comme on a dit tout à l'heure, sur le fait de bien vérifier, parce que ça peut engendrer des coûts qui sont non négligeables, notamment en termes de revente. Toutes les charges, parce qu'en fait, quand on devient propriétaire, il y a un lot de charges qui s'ajoutent du fait de la propriété, la taxe foncière par exemple. Il y a beaucoup de gens qui achètent et en fait, ils ne savent pas de combien est la taxe foncière. C'est important de se renseigner parce que ça peut être un réel coût. Il peut y avoir une petite surprise. Exactement, un réel coût à l'année qui est non négligeable. Aussi au niveau quand on achète en copropriété, les charges de copropriété. Si vous achetez dans un appartement où il y a le chauffage collectif par exemple, les charges de chauffage, les charges trimestrielles, le coût des travaux que peuvent engendrer un achat en copropriété sont aussi non négligeables. Les diagnostics, en fait il faut juste se dire que quand on achète dans l'ancien, c'est comme si on achetait
un appartement d'occasion comme une voiture d'occasion. Donc du coup, le vendeur vous donne, de la même manière qu'il vous donnerait quand vous achetez une voiture un contrôle technique, il vous donne un dossier de diagnostic technique qui est un contrôle technique de l'appartement dans lequel sont révélées les anomalies ou pas du bien. Et encore faut-il savoir l'interpréter aussi. Exactement. Ce qu'on conseille aux gens, parce que du coup, parfois il y a des anomalies dans l'ancien, etc. Les gens se disent « Ah, mais l'électricité est pas... il présente des anomalies. » Oui, mais c'est pas forcément des choses dangereuses. Ce qu'on conseille aux gens, c'est soit de se rapprocher d'un professionnel, soit d'appeler le diagnostiqueur tout simplement pour qu'il révèle les anomalies et s'il y aura des coûts derrière. C'est la même chose en termes de diagnostics qui sont donnés par le vendeur. Et aussi, c'est vrai que quand on achète une maison, il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention à ça, mais nous, notaires, on est très vigilants là-dessus, par rapport à l'assainissement. L'assainissement, c'est le raccordement des eaux usées et des eaux pluviales d'une maison à la rue. C'est quelque chose auquel on pense vraiment pas forcément quand on achète. Vraiment pas du tout. En tout cas, en termes de questions, quand je pose la question aux gens qui font des visites... On ne pense pas à ça. Est-ce que l'assainissement est conforme? C'est quoi l'assainissement? Mais en fait, c'est quelque chose qui peut générer des coûts énormes, puisque du coup, l'assainissement de la maison à la rue, c'est du privatif. Donc là, il faut faire venir un plombier ou une entreprise spécialisée. Et de la rue... de la maison à la rue, c'est parfois collectif et là, ça peut générer des coûts qui sont assez conséquents. Donc c'est vraiment un point quand on achète une maison, il faut vraiment s'assurer que l'assainissement est conforme pour être sûr que ça ne génère pas des coûts. Alors si jamais on achète un bien qui nécessite beaucoup de travaux, des travaux très importants, notamment de structure, est-ce qu'il y a des clauses particulières à inclure dans le compromis? Alors, moi ce que je conseille, quand on achète une maison, on a l'habitude de, par exemple, visiter la totalité de la maison. On descend à la cave, on va vérifier. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font attention, mais par exemple, la toiture, ça peut être vraiment, en termes de coût, quelque chose d'assez conséquent. Après, tout est une question de négociation. Si vous achetez un bien qui est en mauvais état, mais vous avez négocié le prix et que le vendeur vous dit c'est négocié en l'état, il n'y a pas de problématique. Si par contre vous comptez faire des travaux, que le vendeur fasse des travaux avant, on peut prévoir des conditions, si ça a été négocié en amont entre les clients, que des autorisations d'urbanisme soient demandées. Le tout étant que les travaux, même si c'est supporté par le vendeur, soient réalisés avant la vente, pour pas qu'on passe dans un autre type de vente qui s'appelle la vente d'immeubles à rénover. Et là, c'est un autre type de vente totalement différent. Et aussi ce que je conseille aux gens, c'est quand vous achetez dans un immeuble en copropriété, vous êtes propriétaire de votre appartement. Mais vous êtes aussi propriétaire des parties communes, en fonction des tantièmes qui sont alloués à vos lots. Et ce que je constate vraiment en pratique, et je pense que les notaires de France généralement rejoindront ce que je dis, les gens omettent de visiter les lots annexes. Par exemple, vous allez visiter un appartement, vous allez avoir un coup de cœur, vous allez rester là-dessus, et vendu avec cet appartement, il y a une cave par exemple. Vous n'allez pas visiter la cave. Ou alors du moins, même si vous n'achetez pas de cave, vous n'allez jamais descendre au sous-sol de l'immeuble. Alors que c'est fondamental, notamment pour voir les problèmes éventuellement d'humidité, de structure. Exactement. C'est là où on peut voir aussi l'état de l'immeuble. Exactement. Ce que je conseille à mes clients, par exemple, ils achètent au 2e étage, mais ils ne vont pas aller regarder dans les étages au-dessus ou en dessous. Ils me disent, mais Madame Annie, mais j'achète pas de cave. Oui, mais c'est important de descendre à la cave. Quand même si on n'achète pas de cave. Exactement. Ça, c'est vraiment à retenir. Descendez à la cave, quoi qu'il arrive. Franchement, c'est très important. J'ai eu le cas d'un client il y a 24 heures qui est descendu à la cave et il y avait des étais qui étaient posés dans la cave parce qu'il y a eu un problème de structure dans l'immeuble. Et on lui avait pas dit? Et non, parce qu'il achète, lui, au 3e étage. Et il n'achète pas de cave. Donc, sauf que la structure, ça a une répercussion sur tout l'immeuble. Exactement. Je lui dis, mais votre appartement, il est au 3e étage, mais si la base de l'immeuble ne tient pas, ça ne tiendra pas non plus. Idem pour... ce que je conseille aux gens, c'est de ne pas prendre l'ascenseur quand on achète un appartement, c'est de monter à pied les étages pour voir un peu l'état de l'immeuble et de se rendre compte vraiment des choses qui peuvent... Dans sa globalité. Exactement. C'est vraiment ça qui est important. Exactement. Florence, que faire si on a un doute quand on visite un bien? En fait, comme le disait tout à l'heure Salima, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un professionnel, demander un audit. Et puis, si effectivement il y a des travaux qui sont nécessaires, ça peut être aussi l'occasion de négocier le prix du bien. Au passage, effectivement, ça peut être une bonne idée. Salima, en tant que notaire, quels sont les problèmes les plus fréquents auxquels vous êtes confrontés, auxquels vos clients sont confrontés après l'achat d'un bien, qui parfois, malheureusement, débouche sur une procédure judiciaire? En général, c'est quoi le plus fréquent? Alors, le plus fréquent, du coup, vous connaissez vraiment le bien quand vous avez récupéré les clés.
puisque avant c'est que des visites et qui ne durent pas très longtemps et on n'a pas vraiment d'utilisation du bien qui permettent de se rendre compte de l'état du bien. Mais la chose la plus récurrente qu'on reçoit a posteriori, c'est les petits désagréments sur le système de chauffage qui ne marchait pas forcément, parce que du coup vous n'avez pas pu l'utiliser, des fenêtres qui ferment mal, parce qu'on n'a pas le réflexe quand on visite un bien d'ouvrir et de fermer les fenêtres, ou alors de descendre les volets roulants. Autre réflexe à avoir, ouvrir et fermer la cave, ouvrir et fermer les fenêtres, descendre le volet roulant. Ou quelque chose d'assez simple, ouvrir l'eau, vérifier qu'il y a l'eau chaude, tirer la chasse d'eau, enfin c'est des choses qu'on ne fait pas forcément quand on fait des visites, et surtout quand on a un coup de cœur, on voit vraiment le global, mais pas du tout les détails. On n'ose pas aussi, mais il faut oser. Sincèrement, il faut oser, puisque du coup, une fois que vous êtes propriétaire du bien. Donc à part faire une procédure judiciaire, pour vice caché, et là-dessus je vais un peu vous expliquer comment ça se passe. Vous n'aurez pas de recours. Pareil pour le voisinage, c'est très important de se balader en dehors du bien, pas à toute heure de la journée, mais de venir le week-end ou de passer le soir, exactement, pour bien s'assurer. Des restaurants, des nuisances, des bars, des choses comme ça. Exactement, et de s'assurer qu'il y ait une bonne entente du voisinage. Et ce que je conseille aussi, c'est quand il y a un gardien dans l'immeuble, c'est d'aller poser des questions pour voir si tout se passe bien. Généralement, ils sont assez corrects pour répondre aux questions et ils disent la vérité. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple d'alerter un voisin pour savoir vraiment ce qui se passe dans la vraie vie de l'immeuble. Et alors du coup, comme je le disais tout à l'heure, quand on achète un bien à un particulier, donc c'est comme un bien d'occasion, donc le vendeur vous le vend en l'état parce que lui-même est un particulier. Donc les ventes entre particuliers ne sont pas des ventes comme si vous achetiez un appartement à un promoteur. Là, il y a des garanties qui sont données, mais quand vous achetez un particulier, il n'y a pas de garantie, vous achetez en l'état. Et le fait de dire, parce que moi j'ai des clients qui me disent « oui, mais du coup, je vais attaquer le vendeur pour vice caché ». Cette procédure judiciaire, elle est très complexe parce qu'elle doit réunir deux choses. Elle doit réunir le fait que le vendeur avait connaissance d'un vice et qu'il vous l'a sciemment caché. Donc une dissimulation volontaire. Totalement. Et le côté volontaire de la dissimulation est assez difficile à prouver. Exactement. Donc le cas classique, ce serait le vendeur a fait un trou béant dans un mur et il a mis un tapis devant. Et il savait très bien qu'il y avait un trou. Là, on peut supposer que c'est volontaire. Le terme du fait que le vendeur ait la volonté de vous cacher quelque chose, c'est parce qu'il savait que si vous aviez connaissance de ce vice, soit vous n'auriez pas acheté, ou en tout cas vous n'auriez pas acheté à ces conditions-là. Et à ce prix-là. Exactement. Donc c'est vraiment quelque chose de complexe parce que c'est à vous de prouver que le vendeur avait connaissance de quelque chose. Donc c'est vraiment très problématique à mettre en œuvre, et au niveau judiciaire, c'est des procédures qui sont très longues et vous pouvez pas, comme c'est un particulier, par exemple sur un problème de chaudière ou autre, le vendeur il connaît pas autant que vous. Donc franchement c'est très très dur à mettre en œuvre. D'accord, donc le mieux c'est encore de ne pas se tromper avant d'acheter, de poser les bonnes questions, parce que voilà, après ça peut partir en litige, ça peut durer très longtemps et être très coûteux. Oui, ou alors, comme le disait Florence, de se faire accompagner par un professionnel oui, qui lui aura un œil avisé et n'hésitera pas à faire des tests sur les équipements, etc., pour pas qu'il y ait de sujets et de mauvaises surprises en tout cas. Alors Salima, sur un tout autre sujet, on en parlait tout à l'heure, vous souhaitiez mettre en garde tous ceux qui veulent acheter en couple. Alors l'idée, c'est pas de vous décourager, ni de se projeter sur quelque chose de négatif, mais quand on est en couple, on peut se séparer, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, quand on a acheté ensemble, ça devient très compliqué, si on n'a pas pris certaines précautions. Alors, l'achat en couple, c'est possible, enfin tout est possible de toute façon. Il faut juste que les gens aient connaissance de la manière dont ils achètent. Quand on est marié, quand on est pacsé et quand on ne l'est pas. Et le cas le plus compliqué du coup, puisque légalement il n'y a pas de cadre, c'est le fait d'acheter en indivision en étant en concubinage. C'est pas le pire des scénarios, mais ce qu'on conseille aux gens, c'est qu'ils posent des questions et qu'ils soient avertis. Nous, notaires avec mon associé dans mon étude, quand des gens achètent en indivision, ils ont obligatoirement l'information sur le fait des risques qu'ils prennent d'acheter en indivision. S'ils ne sont ni mariés ni pacsés, c'est ça? Exactement. Est-ce que le mariage ou le pacs protège? Exactement. En revanche, si on n'a aucun statut juridique, c'est là où ça devient compliqué. Par exemple, si on se sépare sans statut juridique, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, la difficulté, elle intervient vraiment s'il y a une séparation ou un décès. Bon, le décès, on ne peut pas le prévoir, mais la séparation, on ne peut pas forcément la prévoir. C'est que du coup, ça génère des coûts en termes de... En fait, si vous êtes pacsé, si vous êtes en concubinage, en union libre, vous achetez ensemble,
on achète en fonction des quotités que chacun investit. Bon, on va dire 50-50. On se sépare, il y a 2 options. Soit vous revendez le bien, soit il faut racheter la part de l'autre. Encore faut-il que la banque vous finance, si vous avez fait un prêt, le rachat de la part de l'autre. Donc encore faut-il que l'autre accepte de revendre sa part. Exactement. Et encore faut-il aussi être d'accord sur le montant de la part en question. Ça fait beaucoup de critères qui amènent à des situations qui sont parfois compliquées où les gens restent, soit sont forcés de rester ensemble, puisque du coup il y a la question du relogement derrière, soit ils revendent, mais c'est des situations qui sont quand même assez tendues. Et surtout le coût de rachat, c'est comme si vous achetiez un étranger. Donc du coup, c'est les mêmes frais d'acquisition que la première opération du départ. Et c'est des coûts qui sont quand même énormes, surtout dans un moment de séparation ou autre, ça reste assez compliqué. Et le risque numéro 2, c'est le décès de l'un des 2 concubins. Dans ces cas-là, celui qui reste est en indivision avec la famille de l'autre, donc ça peut poser des situations assez compliquées. Et du coup, si cette personne-là, celui qui reste vivant, veut racheter en priorité la part du bien, il y a une taxation de 60%. Donc admettons que le bien soit valorisé à 200 000 €. Chacun a acheté 100 000 €. Pour acheter la part de l'autre, vous allez payer une taxe, en plus du prix, de 60 000 €. Ce qui est quand même très risqué, puisque du coup, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser comme le décès. Donc ce qu'on conseille aux gens, à minima, c'est de se paxer et de faire un testament, ce qui permet d'être exonéré de droits de succession, donc on ne payera pas cette quote-part des 60%, et dans le testament, d'hériter de l'autre pour ne pas être en indivision avec la famille. Pour moi, je vois ça comme une assurance habitation, on est assuré contre l'incendie. Si un jour ça brûle, eh ben, on est bien content d'avoir cette assurance. Pour moi, le Pacs et le testament en cas de concubinage, c'est clairement une protection. C'est fondamental. Merci Salima. On passe pour finir l'émission aux questions des téléspectateurs. Sachez que nous prenons en priorité les questions qui ont été posées au moment de l'inscription au webinaire, mais n'hésitez pas bien sûr à nous envoyer toutes vos questions en direct. On commence avec une question de Tony. Peut-on emprunter sans apport actuellement, Florence ? Alors chez Boursorama, oui, comme je l'expliquais au début de l'émission, effectivement, on n'a pas d'exigence en termes de montant minimum d'apport. Tout ce qu'on demande, c'est que vous puissiez couvrir les frais de cautionnement crédit logement. Si vous ne pouvez pas couvrir les frais de notaire, on peut les financer, mais simplement on va réduire la durée du crédit. Elle sera limitée à 20 ans. Très bien. Salima, Charles demande s'il est plus intéressant d'acheter sa résidence principale en SCI à 2. Alors, pour moi, la SCI, c'est un outil patrimonial et d'investissement. Il n'y a pas d'intérêt fiscal d'acheter sa résidence principale en SCI. Pour moi, ça rajoute notamment des frais de création de SCI et de tenue de compte qui ne sont pas nécessaires quand on achète sa résidence principale. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que c'est qu'une SCI, une société civile immobilière? Oui. En quoi ça consiste? C'est une entité, c'est une société qui permet d'investir en immobilier et du coup, pour la résidence principale, pour moi, il n'y a pas d'impact. Quand vous faites de l'investissement locatif, ça permet quand on la met à l'impôt sur les sociétés, d'avoir de la défiscalisation. Quand on est en résidence principale, on n'a pas de loyer, il n'y a pas de décote et surtout, on ne peut rien déduire. Donc, il n'y a pas d'intérêt de faire de SCI pour moi en résidence principale. Une question d'Anastasia. Est-il possible d'emprunter avec un apport inférieur à 10% du prix du bien, Florence? C'est un petit peu la même réponse que j'ai donnée tout à l'heure, en fait. Pour le coup, oui. Puisqu'on n'a pas d'exigence vraiment en termes de montant minimum. Comme je vous le disais, on peut financer les frais de notaire, ça va simplement réduire la durée et tout ce qu'on demande, c'est de financer les frais de cautionnement. Et enfin, pour finir, une question d'Adrien. Quels sont les impacts de la variation des taux sur notre capacité d'emprunt? Florence, Salima, plutôt Florence. Donc les taux, l'impact des taux sur la capacité d'emprunt, effectivement, plus les taux vont être élevés, plus la capacité d'emprunt sera réduite. Et à l'inverse, plus les taux seront faibles et plus la capacité d'emprunt sera importante et donc vous pourrez acheter un montant plus important. Et avant de conclure cette émission, je voudrais vous poser une dernière question, Salima. Quels sont les critères qui font qu'un bien conserve sa valeur dans le temps? Comme le disait tout à l'heure Florence, pour moi l'emplacement, c'est quand même l'un des critères les plus importants. Une proximité avec une gare, un métro,
ou un lieu attractif comme un lieu qui peut générer de l'emploi, ça reste quand même l'un des critères les plus importants. Si on achète en copropriété, la qualité de l'immeuble en termes de prestations ou la qualité des matériaux qui sont utilisés, le fait qu'il n'y ait pas besoin de faire des travaux, je ne sais pas, dans les 5 ans ou dans les 6 ans à venir. Les charges aussi. Ça peut être un frein en termes de revente. Si le coût du bien est important, c'est un vrai calcul en termes... Parce que quand on achète, il y a les mensualités du prêt, mais quand on achète un appartement, il y a aussi les charges, etc. Tout ça, pour moi, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Et oui, sinon, en premier critère, je dirais l'emplacement. Merci beaucoup à toutes les deux pour tous ces précieux conseils. J'espère que ça vous a aidé si vous avez un projet d'achat de résidence principale. Merci à tous ceux qui ont participé à cette semaine de l'éducation financière sur Boursorama. Si vous souhaitez revoir nos webinaires, sachez que tous les replays sont disponibles sur le portail Boursorama. Celui-ci sera disponible dès lundi. Excellent week-end à tous et à très bientôt.